Le Parlement fédéral est constitué de deux assemblées, la Chambre des représentants et le Sénat. Prenons un peu de recul. La Belgique, en gros, c'est ça. 30 000 km² divisés en 589 communes, dans lesquelles s'entassent 11 millions de personnes, la majorité vivant dans le nord du pays et parlant le néerlandais. Nous élisons tous les 5 ans un groupe de 150 personnes qui sont chargées de décider en notre nom. Les 150 sont appelés parlementaires fédéraux et ils se prennent super au sérieux. En plus d'être bien payés, ils se réunissent au sein d'un somptueux bâtiment appelé Palais de la Nation et qui est localisé dans la commune de Bruxelles. Vous savez, cette commune qui porte le titre honorifique de ville, alors qu'elle ne couvre en fait qu'une petite fraction de Bruxelles, qui est en réalité une région composée de 19 communes. Vous avez rien compris? C'est pas grave. Bref, on a 150 parlementaires, et pour eux, décider, c'est une chose. Exécuter les décisions prises, c'en est une autre, et en vrai pacha, ils confient le job d'exécution à d'autres personnes qui se font appeler Gouvernement fédéral de Belgique. En des termes pas du tout pompeux, on dira que ceux qui décident sont détenteurs du pouvoir législatif, tandis que les seconds, en théorie à la solde des premiers, sont détenteurs du pouvoir exécutif. En Belgique, depuis le 1er octobre 2020, voici la tête de ceux qui détiennent ce pouvoir exécutif. Et c'est Alexander De Croo qui joue le rôle de chef du gouvernement ou encore Premier ministre des Belges. Bien que puissants, les 150 parlementaires fédéraux ne contrôlent en réalité qu'une petite partie du pouvoir politique en Belgique. La prise de décision liée à rien de moins que l'emploi, l'agriculture, les travaux publics, le logement, l'environnement et plein d'autres trucs est aujourd'hui assurée par le Parlement de la région wallonne pour 262 communes au sud du pays, par le Parlement de la région bruxelloise pour 19 communes au centre, et par le Parlement de la région flamande pour les communes restantes. Tous les 5 ans, à l'instar du Parlement fédéral, chacun des 3 parlements régionaux va aussi mettre en place un gouvernement dont voici les chefs au moment de faire cette vidéo. Vous voyez celui dont le nom de famille est Jambon, c'est un flamand. En Belgique, les noms de famille, ça peut être traître. Moi par exemple, c'est Uitendaal et je suis francophone. La fragmentation actuelle du pouvoir en Belgique ne s'arrête toutefois pas là. La prise de décision liée notamment à l'enseignement et la culture n'est pas non plus du ressort du Palais de la Nation. Pour 9 communes le long de la frontière allemande, seul le Parlement germanophone de Belgique décide quoi faire. Ce Parlement est localisé dans la commune d'Eupen, compte 25 membres élus tous les 5 ans et possède lui aussi son propre gouvernement dont voici le chef. Pour 253 communes au sud du pays et 19 au centre, la prise de décision liée à l'enseignement et la culture en langue française est assurée par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont voici le chef du gouvernement. Enfin, le Parlement régional flamand décide quoi faire concernant l'enseignement et la culture en néerlandais au sein des 19 communes du centre du pays et des 308 communes autour. Alors qui de ces chefs est le plus puissant? Eh bien, on ne sait pas vraiment. Le gouvernement d'Alexander De Croo est le seul qui va exécuter des décisions impactant tous les Belges à la fois, ce qui semble faire de lui l'homme le plus puissant. Mais comme le Parlement derrière son gouvernement ne peut prendre des décisions que sur un nombre de sujets relativement restreint, eh ben ça diminue fortement son pouvoir. Monsieur Jambon est très puissant. Le Parlement derrière son gouvernement peut prendre des décisions capables d'impacter plus de la moitié des Belges, et ce sur un nombre de sujets plus grand que le Parlement derrière Elio Di Rupo ou que le Parlement derrière Pierre-Yves Géolet. Oliver Pache est clairement le moins puissant des 6 chefs. Les sujets auxquels son Parlement peut toucher sont similaires à ceux du Parlement derrière Monsieur Géolet, mais le nombre de Belges impactés est très différent, 78 000 pour Oliver et plusieurs millions pour Pierre-Yves. Vous vous souvenez quand je disais qu'en gros, les membres d'un gouvernement exécutent et les parlementaires décident? En fait, ça a déjà été analysé et il s'est révélé que, par exemple, le gouvernement fédéral prend typiquement toutes les décisions à la place de son parlement. C'est-à-dire que le gouvernement décide et exécute en même temps. Et puis aussi, quand je dis ce sont à chaque fois les parlementaires qui mettent en place les gouvernements, en pratique on constate que ce sont plutôt les présidents de partis qui s'en occupent. Ils négocient plus ou moins en secret, ils trouvent un compromis, et hop, habemus papam, on se retrouve avec 6 gouvernements. D'une certaine manière, ce sont eux les vrais chefs du pays. Enfin, tant qu'on vote pour leur parti, tant qu'on vote pour leur parti, tant qu'on vote pour leur parti. Pour lutter contre la pandémie de coronavirus, de nombreuses mesures gouvernementales impactent notre quotidien et limitent nos libertés. Des mesures prises via arrêté ministériel depuis octobre et donc sans débat parlementaire.
Une situation illégale pour la Ligue des droits humains qui a attaqué l'État belge en justice fin février. Ces mesures, elles, indéniablement, restreignent les droits et libertés fondamentales. Et quand des droits et libertés sont restreints de telle manière, l'état de droit impose que ce soit à travers une loi et pas simplement des décisions du gouvernement par des arrêtés ministériels. Et donc, on a demandé cette loi pendant des mois et on n'était pas les seuls, beaucoup l'ont demandé aussi. Et au bout d'un moment, ça commençait à suffire, surtout que ces mesures étaient prolongées les unes après les autres. Et donc, il n'y avait plus vraiment d'urgence justifiable. Et le tribunal de première instance de Bruxelles a donné raison à l'association, rendant aujourd'hui une décision qui condamne l'État belge à prendre toutes les mesures qu'il estimera appropriées pour mettre un terme à la situation d'illégalité apparente découlant des mesures restrictives des libertés. Alors, comment ça fonctionne dans le détail ? Alors, d'abord, c'est important, en effet, ce que vous dites, parce que c'est vraiment, on a modifié le règlement du Parlement pour que ça devienne vraiment le fonctionnement normal du Parlement. C'est-à-dire, on a différentes commissions qui existent en fonction des thématiques, et une des commissions, c'est les commissions délibératives. C'est maintenant devenu notre mode de fonctionnement. En ça, on s'est inspiré de la communauté germanophone, et pour l'Irlande, nous a inspiré sur la rencontre entre les parlementaires et les citoyens. Et donc, comment ça se passe ? On a 45 citoyennes tirées au sort et 15 députés qui viennent en fait d'une commission en fonction de la thématique qui sera choisie. Et ils font le travail ensemble. Alors, comment ça se passe ? 4 étapes. Première étape, la suggestion. Donc, la thématique, elle sera décidée de 2 manières possibles. Soit par des parlementaires qui estiment qu'on a une thématique qui est compliquée, et qui est peut-être clivante, un peu comme en Irlande, comme je disais tout à l'heure, avec l'avortement et le mariage pour tous. Ou l'autre possibilité, c'est une suggestion qui vient des citoyens eux-mêmes. Donc, quand je parle de citoyens, c'est les résidents de plus de 16 ans bruxellois. C'est important, ce sont les résidents qui sont sur la liste des résidents et pas ceux qui ont la nationalité belge. Pourquoi 16 ans ? Puisque la majorité politique est à 18 ans, parce qu'on voulait pouvoir associer des jeunes. On a en Belgique et en communauté française un délégué général aux droits de l'enfant qui travaille vraiment sur les droits de l'enfant. Et on a avec lui estimé qu'à partir de 16 ans, c'était bien d'associer justement aussi les jeunes. Et on voit qu'ils sont fortement impliqués dans plein de combats ces derniers temps. Et donc c'était important de pouvoir aussi les impliquer. Si toutefois la suggestion se fait par les citoyens, comment se fait-elle cette suggestion concrètement ? Alors c'est ça. Donc il faut 1000 signatures pour une proposition. Mais à partir de 100 signatures, on peut le mettre sur une plateforme numérique. Et alors, des personnes, de nouveau des résidents de plus de 16 ans de Bruxelles, peuvent venir soutenir cette proposition pour arriver aux 1000. Mais il faut toujours 1000, et alors le Parlement peut décider. Alors, il y a toujours un choix. Donc là, moi, au départ, en 2017, j'avais mis sur le même pied d'égalité les députés et les citoyens, avec le même pouvoir décisionnel à tous les niveaux. Le Conseil d'État a estimé que j'allais trop loin par rapport à la Constitution et donc a demandé que je revoie à certains endroits et que je remette le pouvoir décisionnel quand même entre les mains des députés. Mais donc à chaque fois qu'on a alors fait ce changement-là, on a prévu transparence et motivation, toujours, pour, si vous voulez, diminuer cet écart entre les citoyens et les députés. Moi, je pense que le niveau local, c'est un super niveau pour faire de la démocratie participative parce que c'est le niveau qui est le plus proche des gens. Donc, on parle de sujets qui sont très concrets, qui sont proches d'eux. Et puis, en général aussi, l'avantage, c'est que ça se fait avec moins de gens. Parce qu'une commune, c'est pas une région comme Bruxelles, il n'y a pas 1 million d'habitants. À Watermal-Quaffort, il y a 25 000 personnes. C'est des chiffres qui sont plus faciles à gérer. Et donc, c'est aussi un terrain de jeu parfait pour les gens qui mettent en place des processus participatifs. Parce que, par exemple, pour le sujet qui m'intéresse, je vous parlais beaucoup du budget participatif, mais le budget participatif, c'est quelque chose qui est né dans une commune au Brésil qui s'appelle Porto Alegre en 1989, parce que le maire là-bas voulait
trouver un nouveau système d'intégrer les citoyens à la politique locale, et c'est le système qu'il a trouvé, c'est-à-dire en fait quelque part donner une partie des cordons de la bourse aux citoyens, ce qui est quand même un acte politique fort, et donc ça reste un terrain de jeu très, très privilégié pour ça, et ensuite pour des expériences qui peuvent être éventuellement déclinées à des niveaux de pouvoir politique supérieur, comme au niveau régionaux ou au niveau nationaux, comme on l'a vu d'ailleurs, hein, parce que les systèmes de commission délibérative, c'est vrai que c'est une grande première de le faire à un niveau régional avec un parlement bruxellois qui s'engage sur cette voie-là, mais c'est des choses qui par ailleurs ont déjà été vues dans des communes sur des plus petits sujets. Moi j'avais travaillé notamment à Saint-Gilles, ils avaient mis en place des commissions identiques sur des sujets, je ne me rappelle plus très bien lesquels, mais sur des sujets de propreté, je pense, ou d'aménagement du territoire qui sont très concrets là et qui sont super intéressants parce que de nouveau tirage au sort, et donc des gens qui n'ont pas forcément d'expérience politique, qui se retrouvent plongés dans le bain et qui apprennent comme ça la politique. Et donc nous à Boitsfort, pour présenter un cas précis, donc on a lancé, ils ont lancé, puisque c'était l'année dernière, un budget participatif donc qui permet en fait aux citoyens de proposer des projets. Ensuite, ces projets sont évalués d'une part par le collège et d'autre part par l'administration communale. Et ensuite, ces projets-là sont soumis au vote en fait de l'entièreté de la population de la commune. Et donc, c'est les projets qui recueillent le plus de voix qui sont choisis pour être réalisés ensuite dans l'année qui suit théoriquement la sélection. Vous êtes citoyen d'Oupey et vous avez des idées pour améliorer votre entité? Vous voulez mettre vos qualités et vos connaissances au service d'un projet collectif. Vos représentants politiques souhaitent vous impliquer dans la gouvernance de la commune et ainsi bénéficier de l'intelligence collective. Mais c'est quoi au juste l'intelligence collective? L'intelligence collective, c'est la conviction qu'on est plus ingénieux ensemble. C'est la volonté de fédérer les expériences et les savoirs dans le but de développer des projets qui ont du sens. C'est penser Oupey comme territoire riche de ses citoyens, comme une terre de vie. Et concrètement, comment ça se passe? Une plateforme internet a été créée pour vous donner la parole et centraliser les projets dont vous êtes le moteur. Par ailleurs, un service citoyenneté a été mis sur pied afin d'encourager et de soutenir cette dynamique de démocratie participative. Vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice? Rendez-vous sur la plateforme de participation citoyenne d'Oupey. Alors, le RIC, on commence par quoi en Belgique? Et si nous débutions au niveau communal sans attendre la modification de la Constitution? Il suffit là d'une volonté des élus locaux de jouer le jeu et de respecter les résultats qui sortiront des urnes. Il y a plusieurs avantages à débuter au niveau communal. Premièrement, c'est immédiat. Il peut être utilisé demain sans attendre. Ensuite, c'est le niveau qui touche directement les administrés. Il est aussi facile d'organiser des agoras, par exemple, dans chaque quartier. Et il y a souvent moins de méfiance et de crainte de s'adresser au conseiller communal des échevins, voire bourgmestre, qu'à un député, à un ministre, etc. Et en plus, le fait d'organiser ce référendum qui est en réalité une consultation populaire locale, mais qui serait considéré comme étant un référendum, car appliqué par le pouvoir en place. Eh bien, ce serait un excellent baromètre sur la volonté ou non du pouvoir en place de faire confiance à ses citoyens, ce qui influencera certainement le résultat des élections communales en 2024. Cette proposition pourrait être utilisée comme base au niveau communal afin d'informer les citoyens correctement, ce qui est, à mon sens, le plus important. Pour le niveau régional, il suffira de modifier l'article 39 bis sur base d'une nouvelle proposition pour pouvoir utiliser le référendum d'initiative citoyenne. Un parti d'ailleurs nous a transmis une proposition d'introduire l'article 39 ter dans la Constitution pour rendre possible le référendum en Belgique. Une fois que l'article 39 bis sera modifié, ou le 39 ter, et en attendant d'adapter la Constitution, il suffira par exemple d'organiser un référendum simultanément dans chaque région et ou communauté.
Et s'il y a une majorité dans chaque entité, le résultat pourra être appliqué. Dans la grande majorité des pays qui composent l'Europe, les citoyens sont confrontés aux mêmes problèmes. Par exemple, les citoyens de chaque pays peuvent s'associer pour proposer une formule de référendum aux institutions européennes. Agora. Tu ne sais pas encore ce que c'est? Bon, Agora, c'est un mouvement citoyen qui met en place des assemblées tirées au sort à Bruxelles. Ces assemblées représentent la diversité de notre ville, permettant à tout le monde d'être tour à tour gouvernant et gouverné. Après un an de travail interrompu par vous savez quoi, la première assemblée s'est clôturée en décembre 2020. Et le résultat? Une résolution citoyenne. L'équipe d'Agora, y compris notre parlementaire Pépène Kénis, la défend en ce moment au Parlement et travaille sur différentes propositions. Agora travaille maintenant sur le deuxième cycle de l'Assemblée qui commencera mi-avril. Covid oblige, tout se fera en ligne. Mais t'as compris le problème, tout le monde n'a pas forcément accès à un ordinateur ou à Internet à la maison. C'est là que tu peux intervenir. Agora recherche des ordinateurs pour les prêter aux assemblistes qui en ont besoin. Et si t'es motivé par le changement démocratique, n'hésite pas, rejoins-nous et deviens bénévole comme nous. Tu peux toujours nous aider en faisant un don mensuel pour soutenir l'organisation de l'Assemblée citoyenne bruxelloise. Un petit clic pour la démocratie, un grand clic pour l'Assemblée.